Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de la suite d'une série thriller dystopique brésilienne appelée 3%. Pour visionner l'épisode précédent, veuillez vous référer à la description juste en dessous de la vidéo. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Après le troisième tour, tous les participants sont appelés à la cafétéria. Ils utilisent les pièces qu'ils ont gagnées pour se procurer les boissons de leur choix. Comme ils ont vécu dans la pauvreté toute leur vie, les boissons sont un luxe pour eux. Tout le monde profite du privilège sauf Johanna, qui continue de regarder la pièce. Avant de venir au programme, elle était orpheline et vivait dans la rue. Elle volait les gens pour gagner sa vie. Un jour, elle a été attrapée par un groupe d'hommes dont elle a volé de l'argent. Ils l'ont battue et ont pris toutes ses économies. Johanna se souvient précisément de cette journée et attrape la pièce fermement dans ses mains au lieu de la dépenser. Pendant ce temps, Ezekiel est tendu à cause de la pression croissante d'Aline. Un membre du conseil nommé Ner lui demande de faire attention. Elle sait qu'un des membres du conseil a envoyé Aline pour virer Ezekiel de son poste. Dehors, les participants sont appelés pour la tâche suivante. Celle-ci est également une tâche de groupe où ils devront marcher collectivement dans un tunnel sombre en 5 minutes. Raphaël pense que c'est trop facile pour être vrai. Ses soupçons s'avèrent fondés lorsqu'il réalise que le tunnel est rempli d'un gaz qui leur génère des maux de tête. L'effet du gaz les amène à penser aux choses qu'ils regrettent d'avoir faites et déclenche leur plus grande peur. Michel ne peut s'empêcher de penser à la façon dont elle a tué Bruna pour son propre bénéfice. Fernando a peur d'échouer, tandis qu'une voix murmure à Raphaël d'abandonner parce qu'il est un tricheur. Tout cela est dû à l'effet du gaz. Johanna est la plus gênée par la situation, ce qui signifie qu'elle a fait quelque chose qu'elle regrette terriblement. Quand les choses se complexifient pour le groupe, elle quitte son monde imaginaire et court le long du tunnel. Cependant, à la fin, on lui dit que tout le monde dans le groupe doit réussir pour qu'elle gagne. Pendant ce temps, Ezekiel et Aline analysent les participants. Ezekiel prétend que la tâche consiste à s'assurer que les candidats sont suffisamment forts émotionnellement pour se rendre à l'offshore. Johanna revient vers le reste du groupe et les entraîne vers l'avant. L'une des filles, nommée Cassia, a peur de mourir pendant le processus. Elle entre dans une frénésie et refuse d'écouter. En dernier recours, Johanna traîne la fille par les jambes. Ils arrivent à la fin quelques secondes avant que le chronomètre ne se déclenche et réussissent le test. L'opérateur les informe que l'effet du gaz pourrait durer un peu plus longtemps. Ensuite, les participants sont envoyés au dortoir pour se reposer la nuit. Tout le monde va bien, sauf Cassia qui tremble encore à cause du gaz. Michel et Fernando sortent pour passer du temps en paix. Fernando lui pose des questions sur son frère parce qu'elle l'a mentionné à l'intérieur du tunnel. Pour éviter le sujet, elle l'embrasse. La nuit, Johanna rêve du jour où elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Elle voulait récupérer son argent de chez les voyous qui le lui ont pris. Par conséquent, elle s'est faufilée dans leur maison quand personne n'était dans les alentours. Elle récupéra son argent et s'apprêtait à partir lorsqu'un bruit la fit déclencher la gâchette du revolver. Il s'avère qu'elle a tiré sur le fils du chef du gang. Elle regrette ce jour plus que toute autre chose dans la vie. Elle savait que le gang ne la laisserait pas en vie et que son seul moyen de s'échapper était d'aller à l'offshore. Mais elle ne s'était pas encore inscrite et la procédure a commencé le lendemain. Enfin, elle est allée voir un tatoueur pour se faire incruster une fausse puce derrière les oreilles et s'est présentée à la procédure le lendemain. Même son nom, Johanna, est faux. De retour dans le dortoir, elle voit quelqu'un marcher dehors et le suit jusqu'à la salle de bain. Elle ne peut s'empêcher de penser à l'enfant qu'elle a tué et l'imagine à l'intérieur d'une des cabines. Soudain, elle est attaquée par Cassia, qui est toujours sous l'emprise du gaz. La fille est sur le point de tuer Johanna avant que Raphaël ne l'arrête. Il s'assure de mettre Cassia au lit avant de retourner auprès de Johanna. Pendant qu'il parle, il remarque la coupure derrière son oreille et découvre qu'elle a aussi un faux enregistrement. Il la remercie pour ce qu'elle a fait dans le tunnel avant de retourner dans son lit. Dehors, Ezekiel remarque que quelqu'un se faufile dans le quartier général. Il court chercher la personne qui s'avère être un petit garçon nommé Augusto. Il l'amène rapidement à l'intérieur et supprime les images de vidéosurveillance. L'enfant révèle qu'il a faim et Ezekiel apporte le dîner pour eux deux. La relation entre les deux n'est pas révélée, mais Ezekiel semble aimer prendre soin d'Augusto. Tout à coup, Aline frappe à la porte. Ezekiel cache rapidement l'enfant derrière un mur et la laisse entrer. Elle voit les assiettes et lui demande s'il a de la compagnie, mais Ezekiel esquive intelligemment la question. Il sait que quelqu'un de l'équipe l'a envoyé pour le surveiller, mais Aline nie être impliquée
impliquée dans quoi que ce soit. Elle lui demande de se détendre avant de sortir. Ezekiel soupire enfin de soulagement et fait sortir Augusto de sa cachette. Les deux se dirigent vers l'extérieur où ils partagent un dernier câlin avant de se séparer. Dans le dortoir, Michel et Fernando parlent de leur vie à l'offshore. Ils ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre, ce qui est un désavantage pour Michel puisqu'elle est venue dans un but particulier. Dans un autre lit, Johanna remercie Raphaël de lui avoir sauvé la vie plus tôt. Le lendemain matin, Johanna est la première à se réveiller. Elle sort pour voir que l'entrée d'hier a été scellée. Les autres se réveillent et constatent qu'elle dit vrai. Johanna perçoit un tunnel et crie dedans pour demander de l'aide mais n'obtient aucune réponse. Marco devient plus anxieux à chaque seconde, pensant qu'il sent testé. Il essaie d'ouvrir les portes avec force mais cela ne le mène nulle part. Dans la pièce, il remarque qu'il y a plusieurs leviers. Il y a aussi un étrange moniteur qui affiche une série de chiffres binaires dans le couloir. Marco les regarde longuement, pensant à s'en passer. Il a été élevé par son tuteur familial et n'a jamais rencontré son père qui a réussi la procédure avant la naissance de Marco. Tous les membres de sa famille se trouvent à l'offshore, ce qui lui fait penser que c'est la seule raison qu'il a d'être en vie. Avant de partir, il a donné à sa femme enceinte une lettre à remettre à son enfant. Maintenant qu'il se tient devant l'écran, il se souvient d'une de ses devises qui l'aide à trouver une idée. Il appelle tout le monde dans le couloir après avoir identifié comment résoudre le code pour sortir. Dehors, Ezekiel et les agents surveillent tout à travers la caméra. Ils admirent Marco pour sa vivacité d'esprit, car pendant que d'autres traînent à ne rien faire, il a travaillé dur pour comprendre la tâche. Marco révèle que les nombres binaires du moniteur correspondent aux leviers dans leur chambre. S'ils placent les leviers en fonction des chiffres affichés à l'écran, ils ont une chance d'ouvrir la porte. Ezekiel et son équipe sont surpris que Marco ait pu comprendre cela si rapidement. Il sépare les participants entre ceux qui mémorisent les chiffres et ceux qui tirent sur les leviers. Étant donné que les nombres changent tous les quelques tours, ils restent dans le couloir à surveiller le moniteur. La première équipe se souvient des numéros et se précipite dans les salles pour le dire aux autres. La deuxième équipe tire le levier selon ses instructions. Le plan fonctionne, mais au lieu que les portes s'ouvrent, ils reçoivent un paquet de nourriture. Les participants se disputent pour savoir qui mange le premier paquet. Marco insiste sur le fait que ce doit être lui parce qu'il a eu l'idée, mais les autres ne sont pas d'accord. Alors, à la place, il décide de distribuer les repas par ordre alphabétique. Après que la première fille ait mangé sa part, elle continue à travailler pour les autres. Aussitôt, ils reçoivent les paquets de repas les uns après les autres. Les agents déclarent qu'ils gagnent tous parce que tout le monde travaille en équipe et qu'aucun conflit n'a surgi. Cependant, Ezekiel n'est pas satisfait. Il insiste pour qu'ils allongent la tâche et modifient un peu les règles. Tout d'un coup, les participants cessent de recevoir la nourriture même après plusieurs tentatives. Ils réalisent que les règles de la tâche ont changé mais ne savent pas quoi faire. Soudain, le conduit d'aération fait un grand bruit. Lors de la vérification, un grand lot de nourriture tombe sur le sol. Tout le monde en ramasse joyeusement mais Michel les arrête. Elle leur fait comprendre que rationner la nourriture serait la meilleure option car ils pourraient être coincés pendant un certain temps. Tout le monde est d'accord et ne ramasse que 3 paquets chacun. Marco n'est pas content d'être remplacé en tant que leader, même si personne ne l'a officiellement déclaré. Il convainc Raphaël d'être à ses côtés, déclarant qu'ils doivent trouver un moyen de sortir dès que possible. Raphaël le croit car la direction n'aurait pas envoyé autant de nourriture si elle n'avait pas l'intention de les garder plus longtemps dans les dortoirs. Il trouve une porte qui peut potentiellement être ouverte et rassemble les autres gars pour la tâche. Pendant ce temps, Aline fait irruption dans le bureau d'Ezekiel et essaie d'ouvrir son ordinateur. Cela l'alerte, lui et ses agents, et ils la surprennent en flagrant délit. Furieux de l'intrusion, Ezekiel organise une rencontre virtuelle avec les membres du conseil et accuse un homme nommé Mathéus d'avoir tenté de saboter son poste. Mathéus est celui qui veut virer Ezekiel hors de la procédure et a envoyé Aline pour le même but. Mais il refuse d'assumer la responsabilité de ses actes. Ezekiel met brusquement fin à la réunion lorsque Mathéus refuse d'avouer son implication. De retour au dortoir, Marco et le groupe ouvrent la porte avec force mais se retrouvent dans une autre chambre fermée. Après l'intensité du travail, ils ont faim. Marco se déclare l'alpha du groupe et se promène en demandant de la nourriture aux autres parce qu'il a fait la plus grande partie du travail. Quand un gars refuse de lui donner sa part, Marco l'étouffe presque à mort. Raphaël n'aime pas ce qui se produit et s'excuse auprès de tous ceux dont la nourriture a été prise. Il demande à Marco d'arrêter la brutalité, mais il déclare qu'il devra maintenir les autres en échec pour gagner la tâche. Il continue de terroriser les autres, prévoyant de prendre toute la nourriture pour son groupe. Ezekiel sourit, satisfait de sa décision d'allonger la tâche. Il savait que leur instinct animalier ne se manifeste que lorsqu'ils sont confrontés à une situation de vie ou de mort. Ailleurs, Aline est en communication avec Mathéus.
Il la rabaisse pour ne pas avoir été prudente, mais elle insiste sur le fait qu'elle est sur le point de révéler le secret d'Ézéchiel. Après l'appel, elle ressort l'empreinte qu'elle a trouvée dans le bureau d'Ézéchiel, dont elle est sûre qu'elle ne lui appartient pas. Elle veut étudier l'empreinte et découvrir qui d'autre était dans la pièce. Pendant ce temps, les candidats dans le dortoir entrent dans une frénésie alors que Marco devient plus agressif. Johanna sait qu'elle ne survivra pas si elle reste là plus longtemps. Par conséquent, elle se fraye un chemin dans le tunnel même s'il est presque impossible de l'escalader. Quand elle y arrive enfin d'une manière ou d'une autre, elle trouve Ézéchiel debout au sommet. Ézéchiel montre à Johanna les images de vidéosurveillance et explique le sens de la tâche. Il veut que les candidats connaissent la nature injuste du monde. De retour dans le dortoir, Michel et son groupe barricadent la pièce pour empêcher Marco d'entrer. Marco trouve une fille cachant sa part de nourriture sous ses vêtements et la prend. Il lui ordonne également de s'excuser, ce qu'elle fait à contre-cœur. Pourtant, il la frappe avec une tige de métal qui met fin à sa vie. Raphaël essaie d'aider la fille mais est choqué d'apprendre qu'elle ne respire pas. Il perd patience et attaque Marco avant d'être jeté à terre par un membre de son groupe. Raphaël court vers la zone de sécurité pour demander l'aide de Michel. Il la supplie de le laisser entrer mais Michel ne lui fait pas assez confiance pour le lui permettre. Mais ensuite, il lui chuchote quelque chose à l'oreille qui lui fait ouvrir la porte immédiatement. Le reste du groupe arrive quelques secondes plus tard et commence à essayer de détruire la barricade. Dehors, Ézéchiel dit à Johanna que la seule personne qui peut arrêter le test, c'est elle. Si elle accepte de descendre et de changer le cours de l'action, les portes s'ouvriront. Elle relève le défi et retourne à l'intérieur par le conduit d'aération. Le groupe de Marco a gardé tout le monde en otage dans une seule pièce avec un gars qui les surveille. Elle attaque le gars et laisse les autres se déchaîner sur lui. Ils attaquent le groupe de Marco et les battent brutalement. Quand ils s'arrêtent enfin, les portes du dortoir s'ouvrent, les menant à une forêt à l'extérieur. Le dortoir est rempli de cadavres qui traînent tout autour. Marco, gravement blessé, essaie de sortir avant que la porte ne se ferme. Il arrive à la fin mais est tué après avoir été tranché par la porte. Dehors, Fernando demande à Michel ce que Raphaël lui a dit plus tôt. Elle esquive la conversation, affirmant qu'elle lui a fait confiance par instinct. Puis, un flashback nous montre un jour qui s'est déroulé avant le début de la procédure. Raphaël buvait avec son ami qui venait d'avoir 20 ans et était inscrit pour participer cette année. Raphaël avait perdu l'année dernière et était impatient d'avoir une seconde chance. Alors, il a assommé son ami et a volé son appareil d'enregistrement. Le vrai nom de Raphaël est Thiago et son ami dont il a volé l'identité s'appelait Raphaël. Mais la partie la plus choquante se révèle lorsque nous voyons Raphaël se rendre chez une femme membre du groupe d'opposition The Cause. Cela signifie qu'il fait également partie de l'organisation rebelle qui travaille contre la procédure. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.